En République démocratique du Congo, l'opposition maintient son ultimatum contre la révision de la Constitution après que la Cour constitutionnelle ait validé l'arrêt sous réserve d'interprétation de la loi sur l'organisation du référendum. Les détails à retrouver dans cette édition. Et puis en Afrique du Sud, la visite du chef de l'armée en début de semaine à Moscou en Russie crée la controverse au sein de la classe politique nationale. Une visite ayant pour but la collaboration militaire entre les deux pays. Nous y reviendrons également en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. En République démocratique du Congo, la coalition de l'opposition C64 hausse le ton après l'arrêt de la Cour constitutionnelle validant sous réserve d'interprétation la loi sur l'organisation du référendum. Au terme d'une concertation mercredi 29 juillet, la coalition qui réunit notamment Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound, Moïse Katumbi, Augustin Matata Pogno et Délise Sezanga dénonce ce qu'elle qualifie de haute trahison et réaffirme son opposition à toute révision de la Constitution. Le texte lu par Dieudonné Bolongteng, le secrétaire général du parti de Moïse Katumbi, estime que la Cour est désormais dépourvue de crédibilité et de légitimité pour avoir ouvert la voie à un changement de la Constitution. La coalition parle d'une haute trahison et affirme que les réserves d'interprétation formulées par la Cour prouvent, selon elle, les faiblesses du texte. Pour l'opposition, il n'est pas question d'accepter ce qu'elle considère comme une tentative de personnalisation des institutions ou de préparation d'un troisième mandat. Elle appelle ses partisans à rester mobilisés et fixe un nouveau rendez-vous politique au 15 août prochain pour annoncer la suite de ses actions. Quelques heures avant cette réunion, les principaux leaders de la C64 avaient été reçus à leur demande par le cardinal Fridolin Ambogo. Aucune communication officielle n'a été faite sur le contenu des échanges, mais selon les sources concordantes, l'archevêque de Kinshasa les a invités à demeurer engagés en faveur du dialogue, alors que l'opposition et les confessions religieuses attendent toujours la convocation officielle de ce dialogue par une ordonnance présidentielle. La visite en Russie du chef de l'armée d'Afrique du Sud provoque la colère du deuxième parti politique de la nation Arc-en-Ciel. Elle a eu lieu en début de semaine à Moscou pour renforcer la collaboration militaire entre les deux pays, notamment sur la formation et le partage d'expertise. L'Alliance démocratique s'offusque de cette rencontre alors que Pretoria se place en médiateur dans le conflit russo-ukrainien et revendique une politique historique de non-alliement. L'Alliance démocratique prévoit de soumettre une série de questions au Parlement pour obtenir des explications. Un pays ne peut pas prétendre être neutre tout en renforçant publiquement les liens militaires avec l'un des belligérants, écrit l'ADEA, principal opposant au Congrès national africain, le parti présidentiel. Car dans son communiqué, l'armée sud-africaine se félicite de cette rencontre à Moscou entre le lieutenant-général Lawrence Mbata et son homologue russe, qui portait donc sur le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. L'ADEA pointe du doigt un manque de cohérence comme lors de l'exercice naval au large du Cap avec des navires russes plus tôt cette année. Des événements qui alimentent les polémiques puisque Pretoria se place en médiateur dans le conflit russo-ukrainien et revendique une politique historique de non-alliement, souvent accusée de manquer de clarté diplomatique. Le mois dernier, l'Afrique du Sud rappelait non-allié ne suffit pas neutre. Donner la priorité au dialogue et à la paix n'empêche pas de cultiver des relations bilatérales, résumait le département des relations internationales. 5 personnes ont été tuées mardi dans le comté de Mandera, dans le nord-est du Kenya, lors d'une attaque attribuée à des islamistes Shebab. D'après l'AFP, qui cite un rapport de police du poste de Lafey, localité proche de la frontière avec la Somalie, il s'agit de 4 policiers et d'un réserviste du groupe d'opération spéciale, une unité d'élite de la police qui ont été tués au cours d'une patrouille. Le porte-parole de la police a confirmé auprès de nos confrères de RFI qu'il y avait bien eu une attaque mardi. Cette région au Kenya fait face à des attaques récurrentes du groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda.
Ces dernières semaines, les Chebabs ont mené plusieurs assauts dans le sous-comité de l'AFI frontalier avec la Somalie. Le quotidien Kenya The Nation y fait état d'une présence accrue des islamistes. Selon le journal, ils ont notamment attaqué vendredi dernier deux localités, Arabia et Fino, forçant des locaux à fuir les habitations. L'armée kenyane est intervenue en Somalie en 2011 pour combattre le groupe djihadiste avant d'intégrer la force de l'Union africaine déployée dans le pays. Depuis, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats. Aujourd'hui, les Chebabs maintiennent une présence dans plusieurs régions du nord-est du pays, rappelle Matthew Bryden du centre de recherche Sahan, basé à Nairobi. Des attaques notamment à l'aide d'engins explosifs y visent régulièrement les forces de sécurité et les civils. Un chef administratif local et un ancien ont ainsi été tués en janvier dans le comté de Garissa, en Somalie voisine. Le groupe est parvenu l'an dernier à reprendre la majeure partie des territoires que le gouvernement avait reconquis en 2022 et en 2023. D'ailleurs, alors que Mogadiscio menait une offensive, le Kenya avait connu une recrudescence des attaques sur son territoire. En Inde, après la démission du ministre de l'Éducation sous la pression de la rue, le gouvernement tente de reprendre la main. Une loi contre la fraude aux examens nationaux à l'origine de la vaste contestation étudiantine a été adoptée en urgence. Le gouvernement de Narendra Modi espère ainsi apaiser la colère des étudiants mobilisés à l'appel du parti des cafards. Mais sa promesse de durcir les sanctions et d'accélérer les enquêtes sur des fuites d'examens à répétition ne convainc ni le mouvement étudiant ni l'opposition. Présenté en urgence pour tenter d'éteindre la colère du parti des cafards, ce texte durcit les sanctions contre la fraude aux examens nationaux. Ébranlé par ce scandale et la manifestation étudiante, Narendra Modi promet aussi d'accélérer les enquêtes. Mais pour le fondateur du parti des cafards, le problème est ailleurs. Pour les manifestants comme pour l'opposition, porter les peines jusqu'à 10 ans de prison passe à côté de l'essentiel. Selon eux, les textes ne s'attaquent pas aux réseaux de corruption et aux complicités politiques. Dimble Yadav, député du parti Samajwadi, principale formation d'opposition dans l'État. Ce n'est qu'un amendement de plus. Les sujets d'examen continuent de fuiter partout. Le pouvoir laisse la corruption s'enraciner. Je ne pense pas qu'une énième modification de la loi changera la réalité. Le texte doit encore être adopté par la Chambre haute du Parlement. Il prévoit des tribunaux d'exception et un durcissement des sanctions contre la fraude aux examens. Elle était considérée comme l'une des quelques 1500 victimes de disparition forcée de la dictature d'Augusto Pinochet au Chili. Bernarda Vera a été retrouvée vivante 50 ans plus tard en Argentine. Un test d'ADN a confirmé son identité le 27 juillet. Des parlementaires réclament désormais des comptes. En 1973, Bernarda Vera a 27 ans. Elle est mariée et a une fille de 5 ans handicapée. Elle milite au sein de la gauche révolutionnaire au Chili. Un mois après le coup d'État d'Augusto Pinochet, elle est arrêtée par les militaires et disparaît. Un rapport établira qu'elle a été tuée avec 15 autres personnes. En réalité, Bernarda Vera est parvenue à s'échapper en Argentine. Elle y refait sa vie, puis part s'installer en Suède, où elle obtient la nationalité pour finalement rentrer en Argentine. Cela faisait des années que des doutes subsistaient concernant sa mort, jusqu'à ce qu'une équipe de télévision retrouve sa trace en septembre 2025. Depuis, un test ADN a confirmé son identité. Aujourd'hui, la droite chilienne réclame des comptes. L'Union démocrate indépendante demande la restitution des pensions versées à la famille de Bernarda Vera au titre de la loi de réparation. Même si, en l'état, rien ne permet d'affirmer que ses proches la savaient en vie. Le Parti républicain, la formation du président d'extrême droite José Antonio Cast, évoque, lui, la création d'une commission d'enquête pour déterminer de possibles responsabilités politiques. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.